je suis infirmière de profession. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est la maladie de la drépanocytose. C'est un petit éclairage, hein, donc je ne sais pas si entre vous, vous portez cette maladie-là. Donc, en fait, la drépanocytose, c'est une maladie qui est héréditaire et génétique, qui touche la structure de l'hémoglobine, en fait, les globules rouges. Les globules rouges, c'est qui transportent le fer, en fait, qui est dans le sang. Et le globule rouge, en fait, n'est pas en forme ronde, en fait. En fait, le globule rouge normal, c'est rond. Mais au niveau de la maladie, en fait, elle est en forme croissant de lune. Donc, ce qui fait que le transport du fer ne se fait pas bien. Donc, l'oxygène au niveau du sang ne se fait pas bien non plus. Donc, c'est une maladie qui est chronique, silencieuse et invisible. Donc, la caractéristique de cette maladie, les globules rouges sont sous forme de croissants de lune, qui sont en forme de fossiles et qui présentent une anémie très sévère, qui s'appelle une anémie falciforme. Donc, c'est une baisse de l'hémoglobine dans les globules rouges et du coup, en fait, les personnes ont du mal, tout ce qui est les symptômes et les complications sont des complications très sévères. Les crises sont douloureuses et les crises, ça s'appelle des crises vaso-occlusives qui ont des répercussions sur tous les organes du corps. Ça peut toucher le cerveau, les poumons, le cœur, les reins, la rate, le foie, les os, le foie, les yeux. Les yeux de ces personnes-là sont tout jaunes. La peau, les personnes ont beaucoup de boutons, des aftes et des taches sur le corps. Et il y a les gonflements des mains et des pieds aussi. Et surtout, ces personnes-là sont sujettes à des infections très fréquentes, donc qui provoquent des retards de croissance et voire même à la fin de fatigue et voire des décès. Les crises vaso-occlusives peuvent provoquer un syndrome thoracique aigu, donc qui peut provoquer des complications pulmonaires graves et qui peut mener au décès de la personne. Donc, que faire en cas de crise vaso-occlusive? Les patients, en fait, cherchent à se stabiliser, puis pour arrêter la douleur, par la prise des antidouleurs au domicile. Et si la crise ne passe pas, là, on part aux urgences à l'hôpital. Parce que les douleurs sont très intenses et incontrôlables. Donc, ça s'appelle des poussées. Et du coup, en arrivant à l'hôpital, on met cette personne-là sous morphine et sous oxygène. Cette maladie peut avoir beaucoup de répercussions sur la vie quotidienne des patients, dues à la répétition, l'intensité et l'angoisse. Et beaucoup de crises qui sont imprévisibles aussi et douloureuses. Donc, les populations les plus touchées, pourquoi je parle de cette maladie? En fait, c'est que ça touche beaucoup plus la population africaine, antillaise, caraïbe, méditerranéenne, Moyen-Orient et l'Inde. Mais c'est surtout en Afrique et dans les Caraïbes, en fait, cette maladie est assez chronique. Les recommandations pour cette maladie, il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup, en fait, au moins 3 litres par jour. Éviter l'exposition au chaud et au froid. Et éviter les changements de température brusques. Éviter de porter des vêtements trop serrés. Et éviter les situations stressantes. Faire des activités physiques régulières et progressives. Et en plus, il faut bien apprendre à se connaître pour pouvoir s'adapter progressivement aux efforts. Gérer la fatigue, l'essoufflement, qui peut provoquer, l'essoufflement qui est provoqué par l'anémie, en fait. Donc, si lors des voyages en avion, il faut porter des bas de contention, avoir des antidouleurs à sa portée et puis de l'oxygène. Et éviter de partir en altitude et nager dans les eaux trop profondes et froides. En cas de douleur, que faire en fait? C'est prendre ces antidouleurs, mettre des bouillottes chaudes sur la zone douloureuse. Comme je disais tout à l'heure, boire beaucoup d'eau, s'allonger, respirer en faisant des exercices respiratoires. Et si la douleur ne passe pas, comme je répète encore, aller aux urgences en fait.
Donc, au niveau des traitements, il y a deux types de traitements. Maintenant, on a trouvé des traitements qu'en fait, il y a la transfusion et la greffe de moelle osseuse. Donc, la greffe, c'est assez contraignant parce qu'il faut trouver des donneurs. Et là, en fait, là, les gens pensent qu'on ne peut pas guérir de la drépanocytose, mais si, en fait, mais c'est juste trouver des donneurs, en fait. Voilà, j'espère que j'ai été claire, donc j'attends vos questions pour pouvoir répondre. Eh bon, merci, mes Jacquet, pour la présentation de cette maladie considérée comme comme première maladie mondiale génétique. Et alors, si vous avez des questions, mes sœurs et frères, eh bien, n'hésitez pas. Eh bien, mes Jacquet, elle vous écoute. Vous avez la parole. Donc, merci Bon, à toi, mais Jacquet, déjà. Astrid, pardon, excuse-moi, je te laisse parler, vas-y. non, tu pouvais y aller, Pascal. Merci beaucoup. Je voulais, dans un premier temps, vous dire bonsoir hein, à tous, Bonsoir. à l'assaut, à l'assaut. Euh, Moi, je voulais savoir du coup l'origine de cette maladie. Qu'est-ce qu'on en sait déjà? C'est une maladie génétique, en fait, hein. C'est génétique. L'origine exacte, on ne sait pas si c'est comme ça. Et, ouais, franchement, moi, j'ai fait des recherches. C'est juste les globules rouges qui ont une forme différente de la normale, en fait. Au lieu d'être rondes, en fait, elles sont en forme croissant de lune. D'accord. Donc en fait, est-ce que il y a est-ce que c'est une légende lorsqu'on dit, par exemple, que c'est la consanguinité qui a donné cette maladie? Non, non, franchement, là, j'ai pas des recherches sur ça. J'ai pas vu, non, j'ai pas vu ça dessus. Non. Ok, Parce qu'en fait, c'est qu'il merci. y a des porteurs, il y a des porteurs, il y a des parents qui sont des gens qui sont porteurs. C'est pour ça qu'il faut faire des tests, souvent des tests sanguins, en fait, hein. Donc, il y a des porteurs sains, et puis après, ça peut donner des enfants. Et là, les enfants, ben, peuvent développer cette maladie, en fait. S'il y a deux porteurs, en fait. D'accord. Non, parce Mhm. qu'en fait, pourquoi je te pose cette question-là, c'est que pendant un moment aux Antilles, du moins, je parle du côté de la Guadeloupe et de la Martinique, Mhm. cette maladie-là était très taboue. Oui. Mhm. Oui. Justement parce que les gens ne connaissaient pas. Et maintenant, il y a eu des recherches, on sait pourquoi. C'est juste les globules rouges, en fait, qui n'ont pas les mêmes formes que les autres, en fait. Parce que la forme des globules rouges, normalement, ça doit être ronde, souple, pour pouvoir passer dans les artères et les veines, en fait. Et là, en fait, elle est en forme Donc, de croissant de lune, c'est dur, en fait. Les globules donc, sont durs. Et du coup, l'oxygène ne se fixe pas, le fer ne se fixe pas. Donc, il y a une mauvaise comment ça, le fer ne peut pas se poser, l'oxygène ne peut pas circuler. Et c'est pour ça que les gens, ils ont très très mal, en fait. Parce qu'il y a une d'accord, mauvaise ok. oxygénation de tous les organes, en fait. Ok, ok. Donc, alors, dans tes recherches, il est pas prouvé que c'est la consanguinité qui fait ça, mais en gros, tout simplement une histoire de croissant de lune qui permet pas à l'oxygène de circuler correctement. Ça veut dire C'est que ça. pendant des années et des années, voire même plus que ça, on Mhm. a eu un tabou sur cette maladie Mhm. qui était stigmatisée comme une maladie, en gros, consanguine Ouais. et qui rappelait en fait tout simplement cette histoire d'esclavage et, euh, et voilà quoi. Donc oui, effectivement, Non, parce en que fait, bon, c'était une maladie mal connue quoi. oui, c'est mal connu. Parce que en Afrique, il y a des gens qui présentent cette maladie-là et qui n'ont pas subi l'esclavage. En Inde, pareil, au Moyen-Orient, pareil. Et du coup, en fait, dire aux Antilles, ben, c'était comme c'était mal connu, on a dit oui, c'est à cause de l'esclavage. Mais en soi, c'est vraiment plus la population africaine qui est touchée et Caraïbes, bon, dû à la déportation.
Mais en soi, je n'ai pas vu d'études qui prouvent comme quoi c'est la consanguinité ou quoi que ce soit. Non, parce qu'en fait, c'est deux personnes qui sont porteurs et qui donnent une personne qui présente cette maladie-là. Par exemple, le père peut peut avoir cette maladie-là, mais qui n'est pas du tout, qui n'est pas réveillée, on va dire. La mère, elle a cette maladie-là et qui n'est pas encore réveillée, mais elle porte. Et puis après, elle fait premier enfant, il ne l'a pas. Deuxième enfant, il est porteur. Et troisième enfant, là, la maladie elle se développe. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour tes lumières. Oui, je t'en prie. Abobo, moi j'ai une question. À partir de quel moment on décèle Il y avait Pascal qui était avant toi. Non, Valerio, Vas-y. sans aucun problème. On fait comme ça. Ouais. Astrid, elle m'a mangé ma question en plus, donc vas-y, Valerio. Ok, merci Pascal. Du coup, ouais, alors, à partir de quel âge on décèle la maladie? Est-ce que c'est déjà dès le nourrisson, dès l'enfant dans le ventre? À partir de quel âge? C'est dès la naissance qu'on peut faire des tests. Hein. C'est dès la naissance. Et en fait, on peut faire des tests dès la naissance, mais parfois l'enfant, c'est en grandissant ou bien en bébé, on voit que la personne est douloureuse, tout ça. Et c'est là qu'on va chercher. Ou bien parfois, elle est tellement silencieuse, cette maladie-là, on ne cherche pas en fait, on ne cherche pas à savoir. Et c'est quand on fait des tests et on dit que oui, la personne, par exemple, a du mal à respirer, a des douleurs. On dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis là, quand on fait des recherches plus poussées, on voit que c'est la drépanocytose. Mais dès la naissance, on peut voir, en fait, en faisant des tests au niveau du sang. D'accord. Et du coup, comme on sait que, en fait, oui, pendant un long moment, cette maladie, elle n'était pas considérée ou elle n'était pas prise en compte par la science, parce que, bon, il y a plusieurs histoires aux Antilles par rapport à ça, où il y a notamment une dame qui se battait pendant des années pour que la maladie soit reconnue. Je ne sais plus le nom de la dame. Et puis, elle, parce que son fils était atteint de cette maladie, et elle a dû bagarrer pendant longtemps pour. Donc, à partir de quelle année ils ont commencé à vraiment prendre au sérieux, pouvoir faire des recherches là-dessus En fait, c'est que plus la population est atteinte, plus il y a du monde qui en parle, c'est là où les laboratoires commencent à chercher le pourquoi, en fait. Et parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il faut mettre beaucoup d'argent dans les recherches, en fait. Et les labos, ils vont pas travailler gratuitement. Vous voyez? Et du coup, c'est vraiment des recherches assez. Il faut que ça rapporte, quoi, en fait. C'est pour ça aussi, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont touchés, qui n'y en parlent pas, on ne cherche pas à savoir. On cherche pas à savoir. C'est comme certaines maladies. Quand il y a un ministre ou leur parent est touché, c'est là où vous voyez tout le monde parle de ça. Vous voyez? Donc, je pense que vous avez fait l'expérience. Quand il y a quelqu'un qui est touché au niveau du ministère, les parents, on cherche à savoir. Mais quand c'est la population quelconque, on ne cherche pas vraiment à savoir. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui en parle. Et là, la science commence à faire des recherches. Ok. Parce que là, on voit dernière de plus en question, plus. c'est maintenant, vu que donc c'est considéré et que la maladie elle est prise en charge, est-ce que pour les populations les plus susceptibles qu'on a vu, déjà, pourquoi est-ce que c'est que ce type de population qui est visée? C'est pas vraiment une maladie internationale, du coup, c'est une maladie qui est vraiment ciblée sur, on va dire, Caraïbes, Afrique, Inde. Pourquoi cette raison-là? Est-ce que c'est la température, c'est l'alimentation, est-ce qu'on sait C'est une maladie génétique, en fait. Franchement, là, on a trouvé vraiment la cause. Bon, la cause en soi, c'est vraiment, ils ont trouvé la cause, c'est les globules rouges qui n'ont pas les mêmes formes que les autres. C'est ça. Mais du coup, la population européenne, elle est beaucoup moins atteinte. Elle est beaucoup moins touchée, certes, mais avec le métissage, ça commence à arriver. Hein. Il y a beaucoup d'Européens qui souffrent de cette maladie-là parce que dû au métissage, en fait. Ok. Je te remercie. Je laisse la parole.
Donc voilà, moi c'était à peu près la même question que Astrid et Valerio là en fait. J'aurais voulu savoir s'il y avait des études pour pourquoi ça touche tel type de population et pas l'autre. Donc tu as à peu près répondu. Hein. Ben, me reste à te féliciter parce que c'était super bien exposé, super bien dit. Je ne connaissais pas du tout la maladie. Bon bah maintenant je connais. J'apparente ça, c'est à peu près comme une maladie du sang là, qui se soigne avec la moelle épinière aussi. Je me rappelle plus la leuco, je sais plus comment. Enfin, voilà, merci à toi parce que tu as éclairé ma lanterne. Je ne connaissais pas du tout. Donc, bravo, bonne élocution, bon exposé, bonne réponse, c'est super. Bravo à toi. Merci. Mais en tout cas, c'est une maladie qui se guérit. Hein, donc, c'est très. Ça peut se guérir, en tout cas. Donc, c'est vrai que elle est coûteuse, mais ça peut se guérir. J'ai une petite question encore. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a plusieurs degrés dans la maladie? Est-ce que il y a un peu comme le diabète de type 1, 2, 3, ou alors c'est vraiment la même intensité pour tout le monde? Non, C'est comment? non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, la forme homozygote, en fait, c'est la forme très sévère. C'est le grand S, en fait, comme on dit homozygote. Par exemple, vous avez le papa qui est porteur et la maman qui est porteuse de cette maladie. Et puis après, elle va faire des enfants qui sont porteurs, mais et là, il y aura un enfant qui va développer la maladie. Il faut au moins qu'il y ait 2 personnes qui portent, en fait. Qui portent D'accord, cette donc ça maladie. veut dire que par exemple, en étant porteur sain, est-ce Mhm. qu'on peut quand même avoir quelques symptômes ou pas du tout? Oui, quelques symptômes, oui. Oui. D'accord, donc Comme en étant l'anémie, porteur sain, on peut avoir des symptômes, mais pour pas avoir la maladie oui. très très développée, quoi. Voilà, c'est ça. Vous Ok, pouvez l'avoir, c'est d'accord. possible. Si vous pouvez avoir une anémie très basse et ouais, être porteur en fait. Ouais. Vous êtes porteur, mais vous ne développez pas la maladie avec des grosses crises, aller à l'hôpital, invalidité, ne pas pouvoir travailler, tout ça, parce que c'est très invalidant quoi la maladie, hein, parce elle arrive et puis après on peut plus travailler. Mais ça, c'est la plus grosse forme. Mais la petite forme, en fait, on peut ne pas juste avoir des petits symptômes, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu présenter cette maladie? Parce que je souffre de cette maladie aussi, en fait. Ah, voilà, ok, d'accord. Et à un niveau très évolué ou... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je peux dire que bon, je n'ai pas par expérience, en fait, c'est que c'est fortuitement qu'on a découvert la maladie. Parce que j'avais du mal à respirer, tout ça. Donc, et puis, bon, je vivais normalement, hein. Et un jour, en fait, le médecin a dit non, c'est pas normal que tu aies mal à la tête, que tu respires mal comme ça. Et puis, il a fait un examen comme ça. Et puis, ils ont découvert que j'étais porteuse, en fait. Quand tu dis respirer mal, c'est-à-dire? Parce que, par exemple, moi, je fais de l'asthme. Est-ce que ça s'apparente à de l'asthme? Comment c'est à peu près? Non, en fait, c'est que, par exemple, quand je cours, si tu cours, bah, tu t'arrêtes vite, quoi, en fait. Tu as du mal à respirer. C'est pas comme l'asthme, en fait. Là, par exemple, quand je marche vite, ben, je peux pas aller vite, trop vite. Faut que j'aille doucement, tout ça. Mais pourtant, j'ai fait du sport à assez haut niveau, en fait, hein, et pourtant, j'ai pas ressenti ça, en fait, hein. C'est en vieillissant que ben, la maladie, elle s'est vraiment développée, apparemment, hein, ce qu'il m'a dit le médecin. Donc. Mais quand Ah, j'étais plus jeune, sacrée vieillesse. en fait, c'est que quand j'étais plus jeune, non, je ne voyais pas, hein. Je faisais du tennis, tout, hein, je faisais plein de choses. Mais en avançant, ben, là, j'avais beaucoup plus de mal et les articulations qui commencent à faire mal. Et donc là, ben, il a dit non, on va faire des examens. Et c'est là qu'on a découvert. Excuse-moi, quand tu parles d'articulation, c'est quoi à peu près? En fait, les bras et les genoux et les Ben chevilles. ça s'apparente à de l'arthrite, ça. Oui, justement, moi, je pensais que c'était ça, hein, mais non. Mais là, C'était tu à cause commences à me faire peur. Non, non. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Parce qu'il y T'inquiète a pas. de l'asthme dans ma famille, il y a de l'arthrite dans ma famille. Non. Non. Non, Ok. c'est vraiment stylé.
C'est juste des petits symptômes comme ça, quoi, en fait. C'est vraiment Ok. une anémie vraiment sévère que j'ai développée, en fait, après. Anémie en quoi? En fer? Ouais. Ah ouais. Non, mais là, tu me fais vraiment peur. À plus tard. Non, mais mais ton taux d'hémoglobine est à combien? Ah, mais moi, je prends des piqûres. Ouais, voilà, tu te fais perfuser de fer. Ouais, je suis obligée. Oui, voilà, c'est comme moi. Moi, c'est pareil. Donc, de temps en temps, tous les 6 mois, je suis à un Raymond d'or, moi. Ouais, c'est ça. La Voilà. dernière fois, on m'a dit, mais normalement, vous devriez déjà être couché sur un brancard, on m'a dit. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. C'est pour ça que je me dis que les mystères sont magnifiques, hein. Mais non, c'est magnifique, franchement. On est malade, mais on n'est pas malade. C'est beau, hein? C'est ça. Ouais. On est malade, on n'est pas malade. Donc, voilà. Moi, j'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il y a des campagnes de prévention Sensibilisation? qui sont, ouais, de sensibilisation, mais plus même des campagnes de dépistage qui sont mises en place pour, d'une part, ces populations on va dire à risque, quoi. Et, et par exemple, deuxième question, est-ce qu'on peut soi-même demander à faire des examens pour cela ou parce que par exemple, régulièrement, on va voir le médecin, on a des prises de sang, tout ça, mais est-ce que est-ce que ça fait partie des priorités de recherche de maladies que des médecins doivent faire ou pas? Non. Parce que souvent, vous avez des symptômes de différentes maladies qu'on connaît comme Astrid parlait, ou arthrite, des faiblesses de carence en fer ou différentes vitamines. Mais il n'y a pas d'accent. Moi, j'ai jamais entendu un médecin me dire bon, on va essayer de voir si c'est pas un problème voilà, si ça vient pas, s'il n'y a pas une maladie, si vous n'êtes pas voilà, symptomatique de cette maladie. Donc, pourquoi les médecins, vu que c'est courant maintenant et on le sait que la population, enfin notre type de population et autres quoi, sont susceptibles d'avoir cette maladie, n'est pas le point un peu plus sur cette maladie quoi en fait. Non, ils le font pas. C'est vraiment. Parfois c'est c'est souvent en voyant l'hémoglobine, en fait, le taux d'hémoglobine. Quand ils voient qu'ils D'accord. font plusieurs prises de sang et que les taux d'hémoglobine n'est vraiment pas à la norme, normale, et là, ils disent, bon, on va faire un peu plus de recherche. Et normal, c'est quoi? C'est vraiment, C'est vraiment 12, hein. 12, hein. forte C'est 12. échelle ou Ouais. C'est entre 12, en fait, 12, 13, l'hémoglobine. Mais une personne qui est anémiée, qui n'arrête pas de faire des anémies, en fait, on cherche pourquoi, peut-être qu'il saigne quelque part. C'est souvent ça qu'on cherche, en fait. On cherche la cause de saignement. Mais on ne cherche jamais pour dire est-ce que c'est pas la maladie, la drépanocytose ou quoi que ce soit, non. ouais, c'est ça quoi en fait Mm. la question. Mais sinon, il y a des campagnes, ouais, il y a des campagnes dans certains pays où il y a des campagnes en fait de sensibilisation. D'accord. Ici aussi quoi. Oui, ici aussi, oui, ici aussi. Bon, on n'en parle pas souvent à la télé, hein. On n'en parle pas Oui. beaucoup. Comme je vous ai dit, hein, s'il n'y a pas un ministre qui est touché ou si sa famille n'est pas touchée, on n'en parle pas vraiment, hein. Ok. Ok, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Oui, j'en aurais une. Bonsoir. Bonsoir. Alasso, merci. Bonsoir, Merci pour Rachel. l'intervention. Je tenais à te Merci. remercier. C'est très Mm. intéressant, le sujet. Mm. J'ai dû arriver en fait légèrement en retard. Ouais. Excuse-moi si tu as déjà répondu en fait à la question. Mais oui, en effet, j'avais entendu deux thèmes que tu avais développés concernant l'hérédité envers la mère et le père. Donc, Oui, si j'ai bien compris, en fait, il fallait qu'il y ait deux marqueurs présents oui, oui. chez la mère et chez le père. Donc, techniquement, Mhm. ça veut dire, parce que ma mère aussi, elle l'était. Elle Oui. avait de l'hypertension, elle était anémiée, elle faisait du diabète également. Mhm. Et ma question était, euh, donc, ça veut dire que techniquement, ma grand-mère et mon grand-père étaient porteurs également Mhm. de ces marqueurs. Donc ça, Oui, c'était la possible. première Mhm. question. Et la deuxième, concernant les traitements, tu as parlé de dialyse et Mhm. également de greffe de moelle osseuse. C'est vrai que Oui. je me rappelle que j'amenais toutes les semaines ma Mhm. mère au CHU pour faire des dialyses. Mhm. La dialyse, c'était curatif ou c'était un traitement, je veux dire, à utiliser à vie?
Bah, en fait, la dialyse, c'est plus au niveau problème rénaux, en fait. Quand quand ils ont des problèmes de reins. Mais comme elle était diabétique, ta maman, est-ce que c'était pas dû à ça aussi? D'accord. Mm. Ok, donc Parce qu'il y a eu peut-être que c'est plusieurs dû, facteurs. Il y a plusieurs c'était facteurs parce que le multifactoriel. diabète, Ok. ouais. Parce que là, pour la drépanocytose, en fait, ça touche vraiment les jeunes, des enfants, des bébés aussi, hein. Et donc là, on fait des transfusions. Et si ça fonctionne pas au niveau de la transfusion, on fait des greffes de moelle osseuse. Et donc, il faut trouver des donneurs compatibles, en fait. Oui. Ok. Mm. Tandis que la dialyse, c'est plus au niveau problème, au niveau des problèmes des reins, quoi, en fait. Problème rénal. D'accord. Mhm. Ouais. Merci pour la précision. Ouais. D'accord. D'autres questions? Il y a l'homme mort pour la vie qui veut parler, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui l'a dévancé. Ah, Et l'homme mort pour la vie, et maintenant, c'est votre tour. Bah! À coup. Peut-être c'est. On n'a pas de réseau de votre côté parce qu'on on vous entend pas. Bon. Et on passe à. Est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes qui n'ont pas encore réagi? Et posez vos questions. Il est déjà 20h48 et il reste encore un peu de temps pour poser vos questions. Ouais, peut-être c'est un problème de d'action. Voilà. Essayez maintenant si ça passe. Ah, à l'assaut. vous m'entendez? Oui, là, oui, c'est bon. À chaque fois, ça coupe à chaque fois. Je suis désolée. Donc, bonsoir. Bon, Moi, je voulais intervenir en tant que drépanocytaire. d'accord. Je suis, comme il y a 3 sortes de drépanocytose, Mhm. moi, je me trouve intermédiaire. L'intermédiaire? Ceux qui font des grosses crises Mhm. et entre ceux qui n'en font pas. Je Ouais. suis du type SC. D'accord. Et donc, moi, ça peut arriver que je reste des années sans faire de crise. Mhm. Mais quand je fais mes crises, ça peut aller d'une semaine à 1 mois. Mm. Donc, après, c'est avec tous les symptômes que tu as décrits. Mhm. Après, au niveau de la découverte de ma drépano, c'est une coïncidence fortuite qui a fait que on l'a découvert parce que à l'époque, ils ne faisaient pas automatiquement comme le font maintenant les dépistages. Ouais. Donc là maintenant, moi, je suis maman de plusieurs enfants. Sur mon nombre d'enfants qui est 5, j'ai ma première et ma dernière qui ne sont pas du tout porteurs. Donc voilà, grand merci les lois. Mm. Après ça, j'ai les 3 du milieu qui sont athées. Mhm. Donc ils ont quand même une partie de la maladie. D'accord. Et comme je leur explique, bon, ils sont encore petits, mais j'essaye de leur expliquer déjà, parce que moi, quand ils me voient, ils ont du mal à comprendre, mais j'essaye de leur expliquer. Et ça me permet aussi de revenir sur ce sujet-là avec eux pour quand ils seront grands, de bien penser à... C'est un truc que nous, on ne fait pas en général, mais qu'on devrait faire, c'est de demander des tests à notre conjoint. Oui. Quand on décide de s'installer définitivement, en fait, c'est une relation longue. Si c'est une relation courte, je ne pense pas qu'on veuille faire des enfants tout de suite. Mais c'est une chose qu'on devrait faire parce que ça éviterait beaucoup de désagréments. Alors après, au choix de ceux qui veulent à tout prix avoir des enfants,
je ne blâme personne, mais c'est vrai que un enfant qui parle et un adulte, c'est déjà compliqué quand on est drépanocytaire. Mais alors, un bébé, surtout un bébé SS, c'est très, très, très compliqué parce que c'est tellement délicat que déjà, quand il parle pas, on se fait la moindre prière. Donc voilà, après, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est le bébé peut pas s'exprimer au niveau de la douleur, hein, donc tandis que l'adulte peut s'exprimer. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. C'est ça. Après, au niveau de mon niveau de vie, ben, je sais que je suis pareil contraignant sur certains métiers que j'aurais pu faire. Je ne peux pas rester debout trop longtemps, je ne peux pas rester assise trop longtemps. Par exemple, si un métier tout banal comme par exemple travailler à Carrefour, faire de la mise en rayon, ne serait-ce qu'au niveau du congélateur ou au niveau d'autres endroits, je ne peux pas le faire parce que voilà, ça pourrait m'empêcher de travailler. On a la chance d'avoir la MDPH qui a reconnu la maladie, mais voilà. Après, il faut vraiment être SS pour bénéficier pleinement de certaines choses. Moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup de bénéfices, mais ça sert quand même une carte d'invalidité ou une carte de stationnement prioritaire. Surtout, comme tu disais, quand d'un coup, tu te portes super bien et d'un seul coup, tu te retrouves en crise, tu as du mal à te déplacer ou même à conduire. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé pendant que je conduis mes enfants à l'école, que je ne puisse pas, je puisse aller les déposer, mais que je ne puisse pas aller les chercher. Les chercher, oui. Ah, oui. Donc, dans ces cas-là, moi, j'appelle mon mari qui fait le déplacement et lui, ça embête un peu le patron, mais malheureusement, il les a déjà prévenus. Il a une femme handicapée, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, c'est simplement ça que j'aurais rajouté. Et puis, il devrait aussi, comment ça s'appelle, prendre en considération les conjoints des gens malades parce que très souvent, c'est eux qui vivent par procuration la maladie. Donc, comme j'expliquais, le fait de ne pas pouvoir travailler pleinement quand nous, on est en crise parce que soit il faut gérer les enfants ou soit il faut nous gérer. Et ça, c'est le seul bémol sur lequel ils ne sont pas trop pris en compte. Ben non. Donc, voilà. J'ai une question, Romy, sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer une crise typique que tu as, en fait? Comment ça commence? Comment ça évolue? Alors, une crise basique. Alors, comme elle disait Luc, on doit pas être anxieux, on doit pas, par exemple, d'un seul coup là, on va prendre un truc tout simple. Je dois passer un entretien, ce qui est facteur de stress pour moi. Je me mets la pression et tout, donc jusque là tout peut aller. Mais ayant un trop grand stress, je vais commencer à avoir du mal à respirer. Je vais pas forcément m'en rendre compte, mais je vais avoir du mal à respirer. Et puis, je vais avoir mal au niveau du coude. Et puis après, au niveau du coude, ça va monter à tout mon bras. Et puis après, ça va aller au niveau de mon thorax, ce qui va accélérer ma respiration. Et ayant des douleurs au niveau du thorax, ça va m'empêcher de respirer. Donc, je vais bloquer ma respiration. J'aurais pris mes antidouleurs, Doliprane. Moi, je vais en plusieurs étapes. J'ai du Doliprane. Après, j'ai du Tramadol. Après, j'ai de l'actiskénan. C'est de la morphine. De la morphine. Et après, tout en ayant pris tout ça, je prends des prises entre 6 heures, 3 et 6 heures.
parce qu'il faut laisser le temps d'agir. Et, et après, ben, bien sûr, j'ai mon oxygène parce qu'on m'autorise à avoir des bouteilles d'oxygène à la maison. Ouais. Et au bout de 1h30, je me laisse grand maximum 1h30. Si la douleur ne passe toujours pas, et là, ça commence à devenir beaucoup plus grave parce que au lieu d'avoir mal à un seul bras et au thorax, ça peut s'aggraver en passant au deuxième bras ou au niveau de la jambe. Des fois, moi, ça passe par la colonne vertébrale. Donc, en fonction de ça, mon mari, il appelle le SAMU et ils viennent me chercher. Et quand tu dis que tu as mal au bras, tu peux plus le lever, tu peux plus rien faire avec. Je peux rien faire. Et j'ai une lourdeur, comme si, tu vois, c'est une grosse pierre qu'on t'a mis sur le corps et que tu as beau essayer de le bouger, même, par exemple, te déplacer, ne serait-ce que faire un 45 degrés ou un 25 degrés, ton bras est tellement lourd, tu as l'impression qu'on t'a mis toute une pierre sur toi. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu le truc, tu as l'impression d'être étouffé et d'avoir une grosse charge. Donc, donc voilà. Et moi, ma dernière crise, en plus d'une crise de drépano, suite à une phlébite, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc, tout ça mélangé, ça a été assez difficile. Et tes crises, elles durent combien de temps? C'est ce que je disais, ça dépend. Ça peut faire... pour celle-ci, je suis restée 1 semaine. Alors, excusez-moi, je vais me déplacer. Excusez-moi. Pour celle-ci, j'ai mis 1 semaine, voire 2, pour pouvoir être bien rétablie. Et encore, il a fallu qu'on me mette sur Gazilaran parce que les premières heures, quand je suis arrivée aux urgences, la morphine ne fonctionnait pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, ils ont essayé le Gazilaran. Donc, voilà. Merci pour tes infos. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires et des partages? Que je salue les frères et ma sœur et notre sœur Yuseline, la sœur Fandeline, qui sont là également. L'éclairage a été bien ou pas? Ou ça vous a bien éclairé sur la maladie ou ça va ou il y a autre chose? Eh ben, j'ai envie de te dire oui, parce que même si je connais Romy depuis un moment, mais j'étais loin de me douter que c'était aussi lourd. Ouais. C'est parce que c'est une maladie invisible. C'est invisible en fait. Tout autant on ne vit pas, on ne peut pas savoir. En fait, le truc, c'est que quand on connaît une personne malade depuis longtemps, on la sait malade, mais on ne sait pas forcément sa maladie et ce qu'elle subit au quotidien. Ou voilà, on sait juste qu'elle est malade, c'est tout. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette maladie, effectivement. Et en plus des informations que tu viens de nous donner, là, qui sont scientifiques, on a les légendes. Oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, ce qui... Moi, j'ai entendu que cette maladie génétique, parce que tout est génétique, ça vient quelque part. Et j'ai entendu que ça a un lien avec la captivité, l'esclavage des Noirs, puisque ça touche beaucoup plus des Noirs, si j'ai bien compris.
et ça touche beaucoup les Noirs et ça, c'est par rapport à la grande traversée des captifs d'Afrique vers et vers Amérique. Et est-ce que tu adhères à cette théorie que la drépanocytose a un lien avec l'esclavage? Bah, en fait, au départ, moi, j'adhérais, mais après, quand on a découvert cette maladie en Afrique aussi, bah, il y a des populations en Afrique qui n'ont pas subi l'esclavage. Donc, Par exemple, parce qu'en fait, il y a une grande migration. oui. Et même après les Européens, il y a Mhm, d'autres peuples qui ont colonisé d'autres peuples. mhm, Maintenant, bon, comme tu as dit que, vu les travaux, les recherches scientifiques, que ça n'a pas vraiment un lien avec l'esclavage. mhm, Ok. Et là, par exemple, en termes de propositions, c'est-à-dire, comme tu as dit, qu'on peut se faire traiter et, mhm. cette maladie, combien ça, est-ce que par exemple, pour les gens qui sont en France, est-ce que c'est gratuit ou il faut quand même débourser? Bah, en fait, c'est pris en charge. Et comme m'a dit Romy, faut être porteur Grand S, en fait. Et hétérozygote. Ce qui se passe, il faut trouver un porteur, en fait, il faut trouver un donneur compatible. Et là, le traitement est assez long parce que il faut faire de la chimiothérapie pour baisser l'immunité de la personne. Et puis c'est après, il faut prélever chez la personne qui est le donneur, cultiver les cellules et puis après réinjecter ça chez la personne qui est malade. Et souvent, ce sont les parents, en fait, qui donnent la moelle. Donc, du coup, la personne après vit normalement, en fait, hein, après, hein. Mais elle n'a plus les grosses crises qui sont invalidantes, tout ça. 100% de réussite. Ben, ce que j'ai vu, oui. Oui. Mais sous surveillance, en tout cas. Toujours sous surveillance. Lorsque on fait ce genre de choses, on part pour combien en années, en mois? En année, parce qu'en fait, les drépanocytaires, en fait, meurent assez jeunes, en fait. Bon, maintenant, c'est un peu moins, mais avant, ils mouraient assez jeunes. Il faut plusieurs prélèvements de moelle osseuse ou une seule, ça suffit? Ça dépend de la quantité, ça dépend, parce que c'est vraiment en fonction de ce que le médecin demande. C'est tout un protocole, en fait. C'est pour ça que c'est très contraignant pour les deux personnes. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs. Après, si je peux intervenir, je sais que au Canada, il y a plus de propositions de greffe de moelle osseuse qu'en France parce qu'ils ont trouvé la solution bien avant la France, je crois. Ah oui. Ouais, Ils ont cherché parce qu'en fait, ils ont mis beaucoup plus de moyens par rapport en France pour faire les dépistages, tout ça. Et vu qu'ils sont près des États-Unis, les États-Unis, ils vont beaucoup plus vite que l'Europe. Moi, j'ai une question toute bête. Je salue les électriques qui sont arrivés en retard. Alors, est-ce que, mes paquets, et est-ce que la première crise peut pas être traitée comme quelqu'un qui a fait une crise, et comme on dit en Haïti, il tombe dans le caddie. Et nous autres, bon, non engage pas nous en Haïti. En fait, sa première crise, les gars pas me faire crise encore. Le petit monde a tombé pour une crise, il te dit pas toucher, pas trop tomber. Et puis, le plus souvent, il toujours fait on simple pour petit monde, mais pour mon nom. Et puis, il voit les personnes tomber encore. Est-ce que c'est pas la même continuité de ce que tu nous as expliqué? C'est possible. Oui. Et est-ce que une première crise, si ça a été pris en charge
Et au niveau de la tradition, Mhm. au niveau des connaissances de la médecine locale, Mm. est-ce que ça aussi, est-ce que tu as des infos sur la médecine locale, sur les traitements et ayant un rapport avec la médecine locale, médecine traditionnelle? Hum, non, pas spécialement, parce que moi, je sais que, bon, par rapport à moi-même, je sais que quand j'étais petite, mes grands-parents, en fait, ils nous faisaient boire beaucoup de feuilles, en fait. Tout ce qui pouvait augmenter les globules rouges. C'est juste ça, c'est ce qu'on me donnait, quoi. Mais en, tout est tabou, hein, maître, hein. C'est caché, hein. C'est caché. Donc, c'est de bouche à oreille, quoi, qu'on sait qu'on peut faire ça, tel remède, quoi. Moi, j'ai entendu parler du moringa en Afrique. Je sais que la moringa, ça atténue les effets, alors pas, Pas à 100%. Pas à 100%. Ça a tenu, oui, ça a tenu, mais ça n'a pas à ouais, 100%. Ça n'enlève pas à 100%, en fait. Mais en fait, du coup, je veux comprendre un truc. En fait, pour la difficulté en fait, les anciens, ils nommaient cette maladie comment? Parce que eux, ils la connaissaient peut-être pas de ce nom qu'on dit aujourd'hui drépanocytose. Parce Mhm. que des crises, il y en a des multiples de crises. Il y a des gens, comme Manuel dit, qui peuvent tomber dans les vapes, tu peux tomber dans les vapes, ou il y a voilà, il y a différentes formes de crises. Et comment on peut différencier telle ou telle crise par rapport, voilà, à cette maladie-là? En fait, quand on est bébé, on peut rien dire. Quand on commence à être plus grand, en adulte, il y a différentes formes, en fait. Certaines personnes, en fait, leur visage est différent. Il y a les yeux qui sont jaunes. Au niveau de la peau, la personne peut avoir beaucoup de boutons, beaucoup de taches sur la peau. Il y a les médecins de feuilles, en fait, au pays, ils arrivaient à reconnaître, hein. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a des plaques sur la peau qui faisaient qu'on dit, ben oui, c'est telle maladie, c'est telle Oui, chose. c'est ça, parce que, par exemple, les yeux jaunes, par exemple, je sais, par exemple, ça peut être donné par des microbes que tu peux choper, soit en mangeant des fruits ou à la rivière, la Mm, bile, quoi. mm, Et ça donne aussi les yeux jaunes. Et, mm, tu peux avoir aussi les taches, c'est le lota ou différentes maladies, peut-être par des animaux. Bon, voilà, quoi. mm. Mais, bon, sûrement, donc, cette maladie, ça fait longtemps que on la traite. Et, en fait, du fait que l'enfant, on va prendre le cas d'un enfant, que ça l'handicape est-ce que ça peut être comparé à un enfant qui est vraiment, voilà, qui a un déficit psychologique pour dire qu'il est handicapé ou, voilà, puisque il y a une ressemblance quand même entre le fait de l'handicap, peut-être qu'il n'est pas permanent, mais il- comment, la différence entre ces maladies, c'est quand même assez subtil, je trouve, quand même. Mm. Comment on peut s'y retrouver, en fait? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que c'est un problème au niveau du sang, ça provoque des retards, en fait, des retards de croissance. Et ça touche tous les organes. Ça touche partout, en fait. Ah, Et, et voilà. Donc, du coup, ça touche le cœur, les reins, la rate, le foie. Le foie, en fait, ça touche le foie. C'est pour ça que la personne a les yeux jaunes. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a une mauvaise circulation. Parce que comme ils disent, c'est une maladie qui est héréditaire et génétique, qui touche la cellule en fait, en soi. C'est le globule rouge qui n'a pas les mêmes formes. C'est là qu'on a découvert qu'il n'a pas la même forme, concave, en fait, ronde, élastique, qui peut perméable, qui permet à ce que l'oxygène rentre pour permettre le fer de véhiculer. Là, la cellule, elle est biconcave, en fait, elle est en forme de poisson de lune. Et en fait, la cellule est dure. Le fer n'arrive pas à pénétrer.
Donc, ce qui fait que tous les nutriments que tu manges, que tu bois, ça ne passe pas, en fait. Ça passe pas. Et du coup, ben, c'est là où ça provoque des crises. Ça provoque, parce que ben, la personne, en fait, n'arrive pas à grandir correctement. Il y a des plaques sur elle. Il y a tout ça, quoi, en fait. La peau ne respire pas normalement. On vit pas normalement, en fait. C'est un problème du sang. C'est le sang, c'est les globules rouges qui ne sont pas comme d'habitude, quoi. J'ai une question, mais en temps de nos ancêtres, de nos aïeux, est-ce que on savait pas traiter justement tout ce qui était maladie du sang et problèmes de fer et tout ça? Par quoi on pouvait traiter? Bon, là, je m'adresse peut-être un peu plus à Emmanuel. Par quoi on pouvait traiter tout ça, quoi? Ça, il faudrait des recherches. Bon, on va essayer d'approfondir le sujet d'un point de vue de la médecine locale. C'est pour ça que j'ai fait mention de la médecine locale. Et je sais que pour d'autres crises, il y a de moyens, soit éradiquer, soit en fait d'alourdir ça un peu par rapport à d'autres crises. Mais c'est nouveau pour moi et je vais essayer d'approfondir, de faire des recherches, de demander aussi à des anciens parce que comme j'ai écouté il y a les manifestations, c'est-à-dire que quand la personne a ce genre de problème, comment ça se manifeste, je vais essayer de voir par rapport à tout ça, pour apporter des réponses. Et par rapport à ça. Ok, merci. Ouais, savoir s'il y avait des plantes bien spécifiques, des bains peut-être à prendre pour pouvoir remonter le fer, puisque c'est un facteur, le fer, et aussi nettoyer le sang, comme on dit. Ouais, c'est ça aussi. Voilà. Parce que je pense qu'il y avait tout ça et qu'on l'a perdu, tout simplement. C'est possible, ouais. C'est possible. C'est comme on fait des saignées au pays, maître. Ok. Ben, par exemple, si c'est pour problème de sang et si la personne est anémique, si c'est, par exemple, si c'est anémie, il manque beaucoup de fer. Oui. Mais c'est les haricots. Par exemple, nous, on a, par exemple, le lait et haricots et pois noirs et carottes et puis il y a aussi les lianes là. Lianes pâtées. En fait, les légumes qui ont en fait beaucoup de tout ça. Ouais, je pense que je vais creuser beaucoup plus pour proposer en fait, des moyens efficaces en lien avec la médecine locale. Ouais. Ouais, parce que le problème aussi, c'est de le fixer aussi, ce fer. C'est ça. Le fixer. Parce que parfois, on a beau en prendre, mais on le fixe pas et c'est ça le problème, en fait. Ouais, parce qu'après, il faut refaire encore à chaque fois, tous les mois, tous les 6 mois, c'est fatigant. C'est très fatigant. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres... parce que là, il est 21h16, on termine dans 14 minutes, parce qu'on dit qu'on termine à 21h30. Et l'activité, c'est 20h, 21h30. Là, il reste encore 14 minutes. S'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, et si nous avons des questions, des commentaires, nous sommes capables d'intervenir et demander la parole. Et poser des questions et faire des rappels parce que pour les retardataires qui sont arrivés très en retard. Alors là, en fait, Vendredi Milocan, c'est une initiative de l'association Milocan à Paris et qui organise des conférences et tous les vendredis. Et pour l'instant, on le fait à distance, mais l'idée, le projet même, c'est de le faire en présentiel.
c'est de faire présentiel pour qu'on puisse se rencontrer, on puisse discuter, on puisse et avancer ensemble. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Salut mon Farah qui vient d'arriver, c'est arrivé très en retard. Et je salue Eric, je salue Yvi, Marcel, frère Marcel. Et, est-ce que vous avez des questions? Et mes sœurs et frères? Bon, pas de questions. Et, mais est-ce que, Michake, est-ce que dans tes recherches, tu as pu avoir une idée du pourcentage du porteur de cette maladie à travers, ou bien est-ce que c'est en Europe, est-ce que c'est dans les pays, tropicaux, ou bien comment ça se passe? C'est au niveau des Caraïbes, en fait. Il y en a beaucoup plus aux Caraïbes. Et après, c'est l'Afrique, comme en Afrique, et puis un petit peu en Moyen-Orient, et puis la Méditerranée. Méditerranée, c'est à cause du métissage, en fait. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Est-ce que ça touche, c'est le froid, est-ce que c'est parce que c'est des pays qui fait chaud, c'est des pays qui fait chaud? Oui, oui. Au niveau dans les pays chauds en fait. Ouais. Afrique, Antilles, méditerranéenne. Un petit peu le Moyen-Orient, un petit peu l'Inde. C'est tout. Mais et en France, il fait pas chaud la Non, saison. mais c'est à cause non, mais ça c'est à cause du comment dire ça là, c'est à cause du Ouais, mélange. oui, mais même si c'est une maladie génétique, mais parfois aussi le milieu peut épargner la personne aussi, hein. Oui, possible, mais bon. Oui, même si oui, mais ça fait ça, je pense que bon, c'est moi. Et comme tu as décrit, c'est un problème, c'est aussi génétique, mais aussi à le milieu. Pourquoi c'est dans les pays il fait chaud? Et pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas dans les pays froids? Oui, peut-être c'est beaucoup plus génétique. C'est aussi génétique. Peut-être qu'il faut aller au-delà au-delà de cette question maladie génétique. Ouais. Bon, effectivement, peut-être que ceux qui sont atteints de la DREPA, s'ils restent un peu plus dans les pays chauds, est-ce que ça se manifeste moins? Est-ce qu'il y a peut-être moins de crises que lorsque on subit les 4 saisons de la France? Comme ils disent, de la même façon, un asthmatique qui va venir à Paris et qui va vivre, par exemple, après à la montagne, je pense qu'il va faire moins de crises que voilà quoi. Je pense que oui, effectivement, comme dit Baron, le milieu compte. Il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus non plus. Bon, après, mais moi, j'ai rien affirmé, hein. Je veux dire, en fait, j'ai posé des questions. C'est des constats, mais j'ai rien affirmé que c'est lié, il y a un lien entre le froid, la chaleur. J'ai pas affirmé ça. J'ai peut-être. Ouais. Et comme moi, j'ai dit je pense. Oui. C'est peut-être pas peut-être ça, mais j'ai rien affirmé. Heureusement, c'est pas une maladie orpheline, hein, heureusement. S'il y a des maladies orphelines, on ne sait pas, on ne connaît pas la cause. Hein. Par contre, les drépano n'aiment pas l'humidité. Les endroits où c'est très humide, c'est pas la peine. Ça, c'est un facteur de crise qui est sûr et certain. Donc, humide, plutôt. Donc, du coup, la chaleur tropicale, est-ce que ça passe ou pas? Je pense que c'est après deux. C'est comme une personne asthmatique. La chaleur, ça passe pas, le froid, ça passe pas aussi. C'est plus que c'est entre les deux. J'y pense, hein. Mais ouais. Et moi, j'ai une question encore.
est-ce que le nombre de cas, en fait, est-ce que ça évolue? Enfin, depuis, bon, ça fait pas très longtemps qu'ils ont pu peut-être répertorier le nombre de cas qui existent, mais est-ce que ça va en évoluant ou ça va en régressant ou voilà, est-ce qu'on a une idée de ça un peu? Ah, ça, il faudrait que j'appelle les hôpitaux pour savoir. Parce que c'est pas tous les hôpitaux qui traitent, hein, qui traitent ça, en fait. Ah oui, aussi. D'accord. Ah. Donc, il y a des services bien spécifiques. Ok. Mm. Et parfois, on peut arriver à l'hôpital, on vous donne juste des antidouleurs quelconques, hein, pas... Il faut vraiment aller dans le service spécifique, quoi, en fait. Et je sais que là où je vais, c'est en Raymond-Dore. En Raymond-Dore, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, je sais que dès qu'on arrive, on nous prend en charge tout de suite. On ne nous fait pas attendre 10 000 ans dans la salle d'attente. D'accord, ok. Donc, il y a aussi ce fait-là que c'est pas tous les hôpitaux qui sont aptes à traiter cette maladie, quoi. Oui, on peut le traiter, mais simplement, il faut que les gens... Il faut que... Quand on est répertorié, on sait que c'est tel hôpital. En fait, on y va directement dans cet hôpital-là. Mais parfois, quand on est ailleurs, ben, on y va, quoi. On va... Mais il faut expliquer. N'importe quel hôpital peut vous donner des antidouleurs, hein. Oui, Mais là, c'est bien spécifique, en fait. c'est ça. Ouais. D'accord. Et il est 23. S'il y a plus de questions, plus de commentaires, et on va mettre fin pour aujourd'hui. Et puis, je vais laisser à M. Jacquet de conclure. Et puis, comme ça, on va vous donner rendez-vous vendredi prochain pour une autre conférence, un autre sujet, avec un autre intervenant ou une autre intervenante. Et M. Jacquet, et merci. Merci d'avoir accepté de nous présenter ces sujets. C'est important. Je pense qu'il y aura une suite. Oui, il y aura une suite, ouais. Ne vous inquiétez pas. Je vais encore plus peaufiner la recherche. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, conclue pour nous. Merci d'être venu, hein. Merci pour l'invitation aussi. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette maladie. Et si vous avez des questions, ben, nous sommes là, quoi. Voilà. Merci à tous. Aussi, Merci à toi. Merci à toi. Et pour rappel, Madame Jacquet, c'est infirmière libérale. Et si vous êtes sur Paris, eh bien, faites passer le message, Monsieur Jacquet. Oui, c'est ça, oui. Je suis infirmière libérale à Saint-Lazare, en fait. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis là. Comment il peut vous retrouver? Oh, mais je suis sur Internet, hein. Sous le nom de... Hein? Non. C'est pas ça le truc. C'est non. Mais t'es sur le. En fait, la question, c'est comment ils peuvent te retrouver. Comme tu as dit, oui, et je suis à Saint-Lazare. Et Saint-Lazare, c'est grand. Non, en fait, mon nom de famille, je m'appelle Germanie Jacquet. Donc, si vous avez besoin de moi, vous tapez Germanie Jacquet. Et je suis au 14 rue de Liège à Paris 9e. Voilà. Okay. Donc, c'est à Saint-Lazare, donc métro Liège. Donc, si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de problème, en fait. Vous m'appelez quand vous voulez. Donc, justement, j'ai l'habitude de prendre en charge les drépanocytaires, en fait, assez tard la nuit pour attendre à ce que les SAMU viennent les chercher. Donc, je les perfuse avant que le SAMU arrive, en fait. Je mets les antidouleurs et pour pouvoir atténuer leur douleur. Et comme ça, ben, le SAMU arrive et puis ils embarquent à l'hôpital. En fait. Okay. Voilà, ça c'est bien. Bien, et merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Et je vous donne, en fait, l'association Mélocan vous donne rendez-vous et
vendredi prochain, et ou du moins un autre vendredi. Et le plus important, c'est de nous suivre sur le canal Vendredi Milocan et sur nos pages, nos réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok et Association Milocan, sur Facebook et Association Milocan et Instagram et Association Milocan. Et nous sommes aussi sur YouTube. Et cette conférence, on va la publier sur YouTube et sur la chaîne Lacou et Jacques François et Société Milocan numéro 21. Et aussi, nous sommes sur WhatsApp aussi. Vous tapez chaîne à Société Milocan et on est là. On est partout. Et très bientôt aussi, très bientôt, nous aurons notre site web, Milocan, qui arrive très, très bientôt. Et également, nous avons un groupe sur Telegram qui s'appelle Bibliothèque Milocan. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1000 exemplaires déjà qui sont disponibles et des livres. Et si pour les personnes qui aiment la lecture, eh bien, le groupe il est gratuit. Et nous avons aussi, au sein des Milocan, il y a plusieurs activités. Et comme étant une association culturelle, philosophique et philanthropique, nous sommes là et pour vous accompagner quotidiennement. C'est-à-dire nous avons plusieurs groupes en fonction de ce que vous recherchez. Merci à toutes et à tous. Et puis, on vous dit vendredi prochain. Merci. À vendredi prochain. Merci beaucoup à vous. À vendredi prochain. Merci. Merci.